Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui porte sur la notion de l'inconscient en philosophie. Tout d'abord, nous allons nous pencher sur des problèmes et plus spécifiquement, on va commencer par un point de vue de l'existence humaine et de la culture. On se demande donc, la psychanalyse réussit-elle à guérir les traumatismes inconscients? La psychanalyse prétend qu'elle peut faire remonter à la conscience les traumatismes inconscients et ainsi guérir une série de symptômes qui gênent notre existence. Toutefois, est-il vrai qu'elle réussit à nous guérir ou peut-on remettre en question les résultats thérapeutiques qu'elle obtient? Passons maintenant à un autre point de vue, celui de la morale et de la politique. On se demande en premier lieu, a-t-on le droit d'exercer une influence inconsciente sur le public? Le public semble parfois faire des choix irrationnels et qui peuvent lui nuire. S'il est sensible à certaines influences inconscientes, faut-il en autoriser l'usage ou l'interdire? Un deuxième problème pose. Suis-je responsable de ce dont je n'ai pas conscience? Pour être moralement responsable de nous-mêmes, nous devons avoir un accès conscient à toutes les pensées qui déterminent nos actes. Toutefois, l'existence de l'inconscient nous condamne-t-elle à être jugés entièrement irresponsables? Enfin, passons à un point de vue de la connaissance. On se demande en premier lieu, faut-il admettre l'existence d'un inconscient dans notre esprit? La conscience n'est peut-être qu'une partie de notre esprit à côté d'une autre partie mystérieuse et inaccessible appelée l'inconscient. Cependant, quelle preuve avons-nous de son existence? Y a-t-il bien une coupure infranchissable entre notre conscience et notre inconscience? Un deuxième problème est, l'inconscient permet-il de mieux comprendre l'existence humaine? Dans notre existence ordinaire, il nous arrive d'avoir des idées qui semblent surgir de nulle part, de commettre des lapsus ou de faire des rêves dont le sens échappe à notre conscience. La psychanalyse peut-elle donner un sens à ce qui, à première vue, semble ne pas en avoir? Enfin, la dernière question, on se demande, si nous étions des zombies, notre expérience du monde serait-elle entièrement inconsciente? La conscience n'est pas directement observable de l'extérieur. Pourrions-nous imaginer que notre expérience du monde soit entièrement inconsciente sans qu'autrui puisse s'en apercevoir? Passons maintenant au concept clé de la notion de l'inconscient. Tout d'abord, nous allons voir ce qu'est être inconscient. Donc, l'action d'être inconscient ou un être inconscient, c'est un état dans lequel la conscience de l'individu est inaccessible. On peut aussi parler de l'inconscient, qui est la partie de l'esprit qui n'est pas accessible à la conscience. On peut aussi parler de l'inconscience. L'inconscience qui est l'absence de la conscience morale où l'on ne parvient plus à distinguer bonnes et mauvaises actions. On a d'autres concepts également. On peut parler du moi, qui désigne la personne consciente de l'individu qui se développe pendant la petite enfance. On peut aussi parler du surmoi. Le surmoi qui désigne en effet une censure inconsciente qui a intériorisé les règles imposées par les adultes pendant l'enfance et qui bloque les pulsions inacceptables venant du ça. Le ça qui est toutes les pulsions inconscientes de l'individu présentes dès le début de son existence. On a ainsi des repères médias immédiats. Le média, c'est ce à quoi on accède par un intermédiaire, un médiateur qui fait le lien, alors que l'immédiat est accessible directement sans intermédiaire. Par exemple, la communication de nos pensées n'est pas immédiate. Elle est médiatisée notamment et le plus souvent par le langage. Passons enfin aux thèses des philosophes. Nous avons le philosophe Gottfried Wilhelm Leibniz
qui est pour la thèse que nos perceptions conscientes supposent d'innombrables perceptions non conscientes. Il dit, il y a à tout moment une infinité de perceptions en nous, mais sans aperception et sans réflexion. Selon Leibniz, certaines de nos perceptions sont trop microscopiques pour atteindre la conscience. Nos aperceptions, c'est-à-dire perceptions conscientes, sont donc composées d'une multitude de perceptions inconscientes. Par exemple, les neuroscientifiques Stanislas Dehaene et Lionel Nakache ont élaboré en 2011 une théorie de l'espace de travail conscient. Selon eux, le cerveau abrite d'un côté une multitude de petits circuits spécialisés qui élaborent des représentations inconscientes et, de l'autre côté, un réseau neuronal distinct qui correspond à la représentation globale dont nous faisons l'expérience consciente. Comme pendant une soirée où de multiples conversations se croisent, notre attention est subitement retenue par la mention d'un nom familier. De la même façon, dans notre cerveau, une représentation inconsciente pertinente est amplifiée jusqu'à un seuil critique où elle finit par occuper notre attention consciente. Selon ce modèle, à quelles conditions une perception inconsciente peut-elle devenir consciente? Une objection dit ou demande comment l'esprit peut-il se représenter quelque chose sans pour autant en avoir conscience. On va donc passer à une deuxième thèse, celle de Sigmund Freud, qui est pour l'idée qu'il faut supposer l'existence de l'inconscient pour mieux comprendre et soigner certains états. Il dit, l'hypothèse de l'inconscient est nécessaire et légitime. Selon Freud, il existe une partie inconsciente dans l'esprit qui permet d'expliquer certains actes incompréhensibles de notre vie ordinaire et de soigner un grand nombre de pathologies mentales. En 1892, par exemple, Freud soigne Emma, une jeune femme de 27 ans qui souffre d'une phobie incontrôlable des magasins où elle est incapable de se rendre seule. En utilisant la méthode des associations libres, Freud l'aide à retrouver un souvenir d'enfance où elle avait été victime, à l'âge de 8 ans seulement, d'une agression sexuelle de la part d'un épicier. Les souvenirs conscients d'Emma suffisent-ils à expliquer son état? Une objection demande, comment être sûr que l'idée que l'on reconstitue dans l'inconscient s'y trouve réellement? Donc on va passer à une troisième thèse maintenant, de Lionel Nakache, qu'on a déjà vu dans le premier exemple, donc Lionel Nakache, qui est pour l'idée que l'inconscient cache une multitude de processus inconscients sans unité, influençables par la conscience. Il dit, la conception de l'inconscient qui s'offre à nous est donc celle d'une multiplicité de processus mentaux inconscients. Selon lui, il n'existe pas un inconscient, mais de multiples processus automatiques inconscients. Par exemple, l'effet Stroop, découvert en 1935, met en avant cette thèse. Si on demande à un sujet de nommer la couleur des mots qu'il voit sans tenir compte de leur sens, deux processus mentaux peuvent entrer en conflit. Celui qui permet de nommer les couleurs et celui qui permet de lire le sens d'un mot. Ainsi, quand le mot vert est écrit dans la couleur verte, il n'y a pas de conflit et le sujet n'a aucune difficulté à répondre. Toutefois, si le mot bleu est écrit en rouge, le sujet répond plus lentement car il doit trancher entre les deux informations contradictoires. Toutefois, plus il doit répéter cette tâche, plus il gagne en rapidité. Le processus de résolution du conflit devient de moins en moins conscient. Selon cette expérience, la conscience est-elle capable de neutraliser un processus mental inconscient? Une objection demande des expériences scientifiques qui font appel à la conscience du sujet. Suffisent-elles pour rendre compréhensibles tous nos processus inconscients? Passons maintenant à la quatrième thèse, proposée par René Descartes, selon lequel toute pensée dans l'esprit est nécessairement consciente. Il dit, rien ne peut être en moi dont je n'ai quelque conscience, ou plutôt quelque connaissance. Par exemple, Descartes raconte que lorsqu'il était enfant, il aimait une fille de son âge qui louchait un peu. L'impression qui se faisait par la vue en son cerveau quand il regardait ses yeux égarés se joignait tellement à celle qui s'y faisait aussi pour émouvoir la passion de l'amour que longtemps après, en voyant des personnes louches, il se sentait plus enclin à les aimer qu'à en aimer d'autres. Pour cela seul qu'elles avaient ce défaut.
Il ne savait pas néanmoins que ce fut pour cela. Au contraire, depuis qu'il y a fait réflexion et qu'il a reconnu que c'était un défaut, il n'en a plus été ému. Le sentiment amoureux de Descartes pour les personnes qui louchent échappe-t-il entièrement à sa conscience? Une objection demande: les souvenirs que l'esprit peut conserver sans en avoir connaissance ne sont-ils pas inconscients? Passons maintenant à la cinquième thèse, présentée par Jan Hersch. Hersch, qui est pour l'idée que la psychanalyse n'explique pas vraiment le rôle de l'inconscient. Selon elle, qui dit cette prétendue explication causale met en œuvre en réalité la méthode compréhensive, Hersch trouve que la psychanalyse confond la compréhension intérieure d'un malade avec l'explication des véritables causes de son mal-être. Par exemple, en 1977, le neuroscientifique Mikhail Gazzaniga fait une expérience sur un patient dont les deux hémisphères cérébraux ne communiquent plus entre eux. Le chercheur présente devant la partie gauche de son champ visuel de son patient le mot marcher. Le patient se met alors à marcher et se dirige vers la porte. Quand on lui demande pourquoi il veut sortir de la pièce, il répond: je vais à la maison chercher un jus de fruits. La conscience du patient propose-t-elle une explication ou une compréhension de son geste? Une objection demande: peut-on expliquer le comportement d'une personne en renonçant à comprendre la façon dont elle l'a vécu de l'intérieur? Enfin, la dernière thèse, présentée par Jean-Paul Sartre, stipule que l'idée d'un inconscient est une mauvaise excuse qui nous déresponsabilise de nos choix conscients. Sartre dit que la psychanalyse substitue à la notion de mauvaise foi l'idée d'un mensonge sans menteur. En effet, il croit que les causes dans une partie de nous-mêmes qui est censée nous échapper a pour effet de nous déresponsabiliser face à nos désirs et nos actions. Par exemple, dans le film Snow Therapy, Thomas et son épouse Ebba passent quelques jours en famille à la montagne. Pendant qu'ils déjeunent à la terrasse d'un restaurant, une avalanche se déclenche. Alors qu'Ebba protège ses enfants, Thomas semble se sauver, emportant ses gants et son téléphone. Quand il reparle de cet événement plus tard, Ebba accuse Thomas de les avoir abandonnés, mais Thomas affirme que ce n'est pas ce qu'il a vécu. Il ne s'est pas enfui. Comment Freud expliquerait-il le mouvement de Thomas face à l'avalanche? Sartre serait-il d'accord avec cette explication? Objection. Si l'inconscient est une mauvaise excuse, faut-il admettre que notre conscience contrôle entièrement notre existence? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.